Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près la dite Cour, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome, Monsieur le Président de la Commission nationale de régulation de l'audiovisuel, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les anciens chefs de juridiction suprême, Mesdames et Messieurs les recteurs, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs les officiers ministériels et auxiliaires de justice, autorités religieuses et coutumières, chers invités, Mesdames et Messieurs, les avocats, Mesdames, Messieurs les officiers ministériels, Mesdames et Messieurs, nous voici, une fois de plus, au rendez-vous républicain de la traditionnelle cérémonie de rentrée solennelle des cours et tribunaux marquant le début de l'année judiciaire. C'est l'occasion pour moi de saluer l'ensemble de la famille judiciaire et lui présenter mes meilleurs vœux de bonne santé, de bien-être et de réussite. J'ai également une pensée pour vos collègues disparus. Je prie avec vous pour qu'ils reposent en paix. Au-delà du rituel, cette cérémonie offre un moment privilégié d'écoute et d'échange entre l'exécutif, le judiciaire et le barreau, dans un esprit constructif dont la finalité est de contribuer au bon fonctionnement de la justice, condition sine qua non de l'état de droit. Pour l'audience de cette année, nous avons retenu comme thème la protection de la vie privée, un sujet classique d'actualité permanente dont la problématique se pose avec encore plus d'acuité de nos jours. Je remercie tous les intervenants qui nous ont enrichis de leurs réflexions. La problématique nous interpelle tous au plus haut point. Pouvoir public, secteur privé, citoyens, citoyennes, mettant en lumière la nécessité d'assurer l'équilibre entre le principe de liberté et l'impératif de protéger ce qui relève de la sphère privée, y compris les données personnelles. Dans son discours d'usage, M. Barou Diop, conseiller délégué à la Cour suprême, a rappelé avec pertinence les différents aspects de la question. Aspect juridique, judiciaire, mais également philosophique, religieux, technologique, entre autres. Je voudrais vous en féliciter, M. Diop. Et féliciter également M. le procureur général pour son allocution sur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, ainsi que M. le Premier Président. Dans un monde marqué par l'explosion des technologies de l'information en particulier et de la communication, et la frénésie des réseaux sociaux, la vie privée, fondement de l'intégrité physique et morale, est aujourd'hui plus que jamais exposée
est menacée dans son existence. Officiel ou privé, nul n'est épargné. À telle enseigne qu'on peut légitimement se demander ce qui reste de la vie privée, surtout lorsque tel ou tel aspect qui en relève est utilisé dans une volonté manifeste de nuire. Revenant sur les excellentes réflexions qui nous ont été livrées, je relève la nécessité de concilier les avancées technologiques et l'exigence de protection des droits, de protéger les droits fondamentaux attachés à la vie privée. Des lois et institutions dédiées à cette protection ne manquent pas, mais il y a certainement lieu d'interroger leur adéquation avec les réalités évolutives de notre temps. En somme, il s'agit surtout d'adapter notre cadre juridique en corrigeant ses imperfections et en anticipant sur les besoins futurs au moment où nous entrons de plein pied dans l'ère de l'intelligence artificielle. Il me plaît de saluer ici les importantes réformes réalisées ces dernières années pour protéger l'intimité et la dignité des personnes. La Commission de protection des données personnelles, autorité administrative indépendante, dotée de pouvoirs de sanction, a été mise en place pour rendre effectives les dispositions de la loi 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel. Plus récemment, le Code des communications électroniques a été adopté. En ses articles 36 et suivants, il édicte de manière explicite la nécessité de protéger la vie privée ainsi que les données personnelles des utilisateurs. Quant à la loi 2016-29 du 30 novembre 2016 portant modification du Code pénal, elle conforte la répression des atteintes à la vie privée, notamment par l'amélioration des dispositions pénales relatives à la lutte contre la cybercriminalité. Je dois également ajouter que la protection de la vie privée n'incombe pas seulement à l'État. Elle s'impose aussi aux milieux socio-professionnels privés pour préserver l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et établir une relation de confiance et de respect mutuel entre l'employeur et l'employé, comme l'a si bien rappelé M. Barou Diop. La même exigence s'applique aux procédures judiciaires, de l'enquête jusqu'au jugement, afin de protéger l'intimité et la dignité des personnes poursuivies et des témoins, s'agissant notamment des informations qui touchent à la vie privée. D'autre part, et c'est une pratique de portée universelle, la protection de la vie privée n'exclut pas la possibilité pour l'État d'infléchir certaines règles à des fins d'intérêt général, notamment pour assurer la sécurité des personnes et des biens ou réprimer certaines formes de criminalité. Il en est ainsi de la loi 2016-29 du 8 novembre 2016 qui aménage des restrictions à la protection de la vie privée dans des circonstances spécifiques où la sécurité publique est en jeu. Nous mesurons tous la sensibilité afférente à cette restriction. Les circonstances doivent la justifier. Je pense par exemple à la lutte contre le terrorisme
ce n'est pas une clause de style. La cybercriminalité et la criminalité organisée, dont les modes opératoires sortent de l'ordinaire. Dans le même esprit, la loi 2016-33 du 14 décembre 2016 autorise des mesures spécifiques pour la collecte et le traitement d'informations relevant d'activités de renseignement. Là également, nécessité fait loi, en effet, par ses fonctions régaliennes, dont il a seul le monopole. L'État est le garant de l'ordre et de la sécurité publique. Dès lors, tout manquement à cette mission exclusive lui est naturellement imputé. D'où la nécessité d'aménager des dispositions légales et réglementaires lui donnant les moyens d'agir pour assurer cette prérogative d'intérêt général. Je pense en particulier aux impératifs de sécurité nationale. Sous tous les angles d'analyse, la matière est donc complexe et constitue un défi permanent pour l'exécutif, le législatif et le judiciaire. En définitive, dans une société qui se veut démocratique comme la nôtre, où la liberté est le principe et la restriction l'exception, l'exercice de protection de la vie privée ressemble à un mouvement de balancier dont l'équilibre délicat conditionne le bon fonctionnement de l'État de droit. C'est dire qu'au-delà des textes, certes nécessaires, le sujet du jour relève aussi de considérations d'ordre éthique et moral qui nous engagent en tant que citoyens et citoyennes liés par le contrat social et dotés du libre arbitre, c'est-à-dire l'aptitude à nous déterminer par nous-mêmes et non par crainte d'une force coercitive. Cela ramène au devoir de responsabilité qui accompagne et valorise l'exercice des libertés individuelles et collectives. Si par définition la loi s'applique erga omnes, on ne peut garantir son application en mettant un juge ou un gendarme derrière chaque justiciable. Surtout lorsque nous avons choisi l'état de droit et non l'état de police. Dès lors, il me semble que c'est lorsque chacun a pleinement conscience de ses propres responsabilités vis-à-vis du contrat social que la vie privée et l'intérêt général sont mieux protégés. Je ne parle pas ici du contrat social au sens de Jean-Jacques Rousseau. Je pense plutôt à nos propres valeurs de culture et de civilisation qui nous enseignent les vertus et lois de la vie en société. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier Président. Nous avons nos valeurs de culture et de civilisation. Am jom, am janubir, c'est pour le secret. Am ngor, am kersa, ak teggin, am sutura. Voilà les valeurs ancestrales connues de toutes les composantes socio-culturelles de la nation sénégalaise et qui constituent autant de barrières morales à ne pas franchir par respect pour la dignité humaine. C'est en pratiquant ces valeurs que nous revitalisons les fondements de notre vivre ensemble. Et c'est à cela que je convie chaque citoyen et chaque citoyenne en déclarant ouverte l'année judiciaire 2024. Avant de terminer mon propos, je voudrais donner l'assurance à M. le bâtonnier
que les mesures seront prises pour apurer ces arriérés et également vous donner une subvention, une deuxième subvention pour l'école des avocats. À toutes et à tous, je souhaite plein succès dans vos tâches respectives et vous remercie de votre aimable